Thank you immensely for joining us over 4U Media Africa. Du côté de l'Afrique du Sud, où un rapport d'enquête parlementaire autour du scandale dans le cadre de l'affaire de cambriolage met en difficulté Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud. Selon un rapport de 82 pages publié le mercredi dernier, une commission parlementaire chargée de se pencher sur la sombre affaire de cambriolage mouille dans le président en amont d'une échéance électorale cruciale pour son avenir politique. Les précisions de cette actualité, c'est dans ce reportage. Le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, a pu commettre des violations et des fautes, a conclu mercredi dans un rapport une commission parlementaire chargée de pencher sur l'affaire de cambriolage qui gêne à présent le président en amont d'une échéance électorale cruciale pour son avenir politique. Ainsi donc, au lendemain de la publication du rapport qui a manifestement étourdi le camp Ramaphosa, le Comité national exécutif en abrégé NEC, à la tête du parti, a annoncé une réunion en urgence. En croire un haut responsable du comité, la discussion portera sans surprise sur le scandale. Car notons que jusqu'ici, la procédure de vote interne semblait encore suivre paisiblement son cours. À cet effet donc, le président est désormais suspendu à la décision du Parlement qui se réunit en séance extraordinaire mardi pour donc examiner les recommandations du rapport qu'il n'est pas tenu de suivre, mais qui cependant pourrait le mener à entamer un processus en vue d'un vote pour destituer le chef de l'État. Cette procédure, si elle était enclenchée, n'aurait toutefois que peu de chances d'aboutir, car rappelons que l'ANC de Cyril Ramaphosa, détenant au Parlement une confortable majorité. Notons également qu'après publication de ce document, la présidence a immédiatement appelé à une lecture attentive et une considération appropriée du document dans l'intérêt de la stabilité du gouvernement et du pays. Elle a donc promis des annonces en temps voulu, mais semble cependant vouloir faire profil bas, du moins pour le moment. Rappelons qu'un point de presse qui devait se tenir ce jeudi, afin d'aborder des questions d'actualité intéressant le public et les médias, a été annulé. Une séance de questions au président de la Chambre haute de l'Assemblée a été prestement repoussée. Ces derniers mois, les séances au Parlement ont été houleuses pour Cyril Ramaphosa, attaqué avec ardeur sur les soupçons de malversation. Merci à vous. Les ressortissants français dans les mains de Bamako, vous l'avez deviné, nous sommes du côté du Mali. Ils sont donc accusés par le gouvernement d'être des membres d'un groupe de criminels et même de narcotrafiquants. Le CAIF d'Ossey a donc confirmé en début du soirée du 29 novembre 2022 cette information sans toutefois fournir de détails. Les précisions foutent un dédit. C'est connu de tous. Les relations sont très tendues entre la France et le Mali depuis mai 2021, suite au déboutement du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. Les accords signés avec la Russie jusqu'ici n'ont fait qu'empirer les choses entre les deux pays. Comme exemple, en dernière date, l'affaire des Français qui ont été arrêtés en début de semaine par les forces de sécurité maliennes dans le cadre d'une opération. Laquelle opération a été réalisée pour libérer des otages et appréhender des membres d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants qui les détenaient à Missabougou, dans l'est de la capitale. Cette intervention a permis la libération de 10 otages, dont 3 femmes et 3 enfants, 4 criminels, dont un franco-sénégalais, 2 Français et un franco-malien, ont pour leur part été arrêtés selon donc un communiqué du gouvernement malien daté du 28 novembre. Bamako affirme que les otages étaient détenus depuis le 18 novembre et que le groupe réclamait 900 millions de francs CFA, soit 1,37 million d'euros, ou à défaut des informations permettant de localiser un stock de cocaïne récemment saisi par les douanes maliennes. Si pour le Mali, ces Français sont des criminels, la France, quant à elle, reconnaît tout de même l'arrestation de ses compatriotes. Cette nouvelle affaire ne devrait pas améliorer les relations
entre les deux pays. Faute d'édit du côté du Mali. Parlons de toute autre chose à présent et allons tout droit du côté de l'Italie. Le député italien d'origine ivoirienne Aboubacar Soumaoro, engagé pour la cause des ouvriers agricoles et des travailleurs migrants, est donc mêlé à une affaire de détournement de fonds et de fraude avec des migrants. Eh bien, cela fait suite au mauvais traitement des migrants au sein même des coopératives dirigées par son épouse et par ailleurs belle-mère. Et prenons donc plus de précisions avec vous, Emma Mouto. Engagé pour la cause des ouvriers agricoles et des travailleurs migrants, le député italien d'origine ivoirienne Aboubacar Soumaoro se retrouve dans une affaire de détournement de fonds et de fraude en lien avec des migrants suite au mauvais traitement envers des migrants au sein des coopératives Caribou et Consortio Aide, conduit par son épouse Liliane Morakatete et sa belle-mère Thérèse Mokamsindo. Admettant avoir agi avec légèreté, Aboubacar Soumaoro a quitté le groupe parlementaire de l'Alliance Vert-Gauche. Il jure n'avoir eu connaissance des salaires impayés aux employés de ces coopératives. Les médias italiens font état de conditions de vie précaires dans les locaux, délabrés, sans eau ni électricité et du manque de nourriture que subissent les employés. La belle-mère du député a été condamnée à verser 2 ans de salaire non payé à une employée de l'une de ces coopératives agricoles pour migrants. Né en Côte d'Ivoire, Aboubacar Soumaoro est arrivé en Italie à la fin des années 1990. Depuis fin septembre 2022, il est le seul député noir du Parlement italien. Lors de sa première session, il avait marqué les esprits en se présentant en botte boueuse afin de dénoncer la situation des travailleurs exploités par les chefs de gang depuis plus de 10 ans. Rappelons que l'Italie adopte une politique sévère en matière d'immigrants. Aboubacar Soumaoro, âgé de 42 ans, s'affichait comme le symbole d'un contre-pouvoir. Vous êtes sur For You Télévision Africa. Mesdames, Messieurs, vous suivez le bulletin d'information. Nous poursuivons donc du côté du Kenya où le président kenyan William Ruto a procédé le mercredi 30 novembre 2022 au lancement du fonds des débrouillards. Et donc étalé sur 5 ans et doté d'un montant total de 50 milliards de shillings. Ce programme vise, selon le gouvernement kenyan, à donc créer pour des millions de Kenyans des opportunités de progresser et même de réaliser leurs aspirations. Guéné pour plus de précision. Chose promise, chose due. Il avait fait du fonds des débrouillards la mesure phare de sa campagne. Désormais aux affaires, c'est donc en toute logique que William Ruto met en application sa promesse de campagne, celle censée permettre l'accès des plus pauvres au crédit et relancer par le bas l'économie du Kenya. Le fonds des débrouillards, doté d'un montant global de 50 milliards de shillings, s'étale sur une durée de 5 ans et comprend 3 volets. Le microcrédit disponible d'ici fin janvier 2023, les prêts aux petites et moyennes entreprises d'ici fin mars 2023 et les prêts aux start-up pour la fin du mois de mai 2023. Un programme par lequel le gouvernement kenyan s'engage à créer pour des millions de personnes au bas de la pyramide économique des opportunités de progresser et de réaliser leurs aspirations. Pour ce premier volet lancé par le président William Ruto, des prêts personnels sont octroyés à un taux de 8% pouvant aller jusqu'à 50 000 shillings, accessibles à tout Kenyan disposant d'une application de transfert d'argent par téléphone. Les bénéficiaires sont par ailleurs contraints d'ouvrir des comptes d'épargne à hauteur de 5% du montant du prêt souscrit, étant automatiquement versé dans un plan d'épargne personnelle. Lutte contre le sida, parlons-en. Pourquoi donc la tendance à la banalisation s'intensifie encore de plus en plus? La journée mondiale du sida ou encore journée mondiale de lutte contre le sida est une journée internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Elle est donc organisée comme chaque année tous les 1er décembre et donc c'était hier sous le thème égalité et maintenant mai
met en lumière des répercussions inégales de la maladie sur toute la planète. Considérons-nous encore cette maladie comme il y a plusieurs années? La question elle reste posée et sûrement des éléments de réponse vous seront donnés dans ce reportage. Koumabité. Organisée chaque 1er du mois de décembre, la journée mondiale du sida est une journée qui permet de sensibiliser et même d'édifier le public sur la maladie et d'apporter un réconfort aux personnes atteintes du VIH-Sida. Dans le monde, les inégalités qui perpétuent cette pandémie ne sont pas une fatalité, mais plutôt un moment pour les victimes de cette maladie de s'adapter à un nouveau mode de vie. Le sida, c'est une maladie qui est totalement accessible maintenant par rapport au traitement antirétroviraux. Et en même temps, c'est une infection sexuellement transmissible qui a trouvé sa place dans le vaste champ de l'infectiologie. On peut le traiter, on peut le prévenir et on le connaît. Aujourd'hui, il est plutôt difficile pour l'opinion publique de prendre encore en considération la présence de cette maladie, car pour ce dernier, le sida reste une pandémie purement illusoire. D'autres évoquent plutôt la théorie ancestrale. La population se dit que c'est une infection virale parmi d'autres. C'est une infection qui, dans le meilleur des cas, pourrait être prise en charge et contrôlée durant de longues années. Dont la mort, en d'autres termes, a beaucoup reculé par rapport à avant. Quand quelqu'un est infecté, il peut se faire soigner tranquillement. Ainsi va-t-il, le VIH-Sida reste et demeure une maladie comme toutes les autres, une maladie avec laquelle l'on peut vivre aisément, pallier à ses activités du quotidien, bien évidemment en respectant le traitement, mais également en prenant ses antirétroviraux. Eh bien, cette voix, elle porte la signature de Koumabité. C'est justement sur elle que nous fermons cette partie en langue française. La suite, c'est avec vous, Dix Nabissé. Goody. Thank you, Bala. Ladies and gentlemen, you're welcome to this news bulletin once again as we debut the second segment of this news bulletin in Mozambique, where Mozambican court has handed down a verdict in one of the country's biggest corruption scandal. The government is alleged of allegedly being accused to have unleashed a financial abyss on the nation's economy by trying to conceal the huge debts. The rest of the story is in the following reports. A court in Mozambique has begun handing down verdicts in the country's biggest corruption scandal, in which the government unleashed a financial earthquake by trying to conceal huge debts. The 19 high-profile defendants will include former state security officials and the son of an ex-president, are facing charges ranging from money laundering to bribery and blackmail related to a $2 billion hidden debt scandal that has crashed the nation's economy. According to Judge Ifegino Baptista of the Maputo City Court on Wednesday, reading the 1,388-page judgment was likely to take 5 days. So far, all the accused who were present in court on Wednesday have denied any wrongdoing. The scandal arose after state-owned companies in the impoverished country illicitly borrowed $2 billion in 2013 and 2014 from the international banks to buy a tuna-fishing fleet and surveillance vessels. More to that, the government marks the loans from parliament and the public. Nonetheless, the hidden debt finally surfaced in 2016 when donors, including the International Monetary Fund, cut off financial support, triggering a sovereign debt default and collapsed currency. An independent audit found $500 million of the loans had been diverted, and as of now, the money remains unaccounted for. Ladies and gentlemen, we stay in the eastern part of the African continent now to talk insecurity in Somalia, where recent clashes have killed about 40 Al-Shabaab fighters in the Middle Shabelle region. The government said on Thursday that it aims to weaken the grip of the Islamic militant group in the Horn of Africa. Take a listen to the details of the story. According to reports, Somali forces have killed about 40 Al-Shabaab fighters in the Middle Shabelle region. The government said on Thursday in the latest clashes that aims to weaken the grip of the Islamic militant group. Al-Shabaab
An Al-Qaeda-linked group in recent years have sought to impose its interpretation of Islamic law across the East African country by frequently staging deadly attacks in the capital Mogadishu and elsewhere. On Sunday, Al-Shabaab stormed a heavily guarded hotel near the president's residence in Mogadishu, killing 9 people. Post-related clashes reports have revealed that the government, supported by clan militias and African Union troops, have so far killed more than 600 members of Al-Shabaab and recaptured 68 settlements over the last 3 months as part of concerted efforts to end the militants' control over large portions of the Horn of African country. Al-Shabaab's restrictions on deliveries of international aid have compounded the impact and worsened drought in 4 decades, officials say, leaving Somalia on the brink of famine. From one country to the next, we now take you to the Democratic Republic of the Congo to talk about the situation that with the M23 rebels, where armed forces in the DRC have recently accused the M23 rebel group and its allies of killing about 50 civilians in the eastern town of Kisheshi just shortly after they agreed to a ceasefire and possible dialogue in the country. The details of this story is contained in the following reports. From an announced dialogue back to the abyss of war and disarray. The armed forces of the Democratic Republic of the Congo, DRC, have recently accused the M23 rebel group and its allies of killing about 50 civilians in the eastern town of Kishishi. This comes days after fighting resumed in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. The army said in a statement on Thursday that the massacre took place on Tuesday, as it also accused the rebels of violating a 5-day-old ceasefire in the eastern part of the country. The long-time conflict has resulted in tens of thousands being displaced because of the resumption of fighting last month between the armed forces and the M23. General Sylvain Ekenge of the DRC forces claims that the DRC forces had maintained a truce by the rebels that attacked government positions. The mostly Congolese Tutsi group, the M23, first leaped to prominence in 2012, and after a peace deal in 2013, many M23 fighters were integrated into the army. So far, the group resumed fighting in late 2021, saying the DRC had failed to honor a pledge in order to integrate its fighters into the army, amongst other grievances. It is worth noting, these fightings have gotten international condemnation. Away from the Democratic Republic of Congo, we now take you out of the African continent to Italy, where Italian Prime Minister Abubakar Soumahoro has been openly linked to a case of agricultural migrant workers that left his party for a case of embezzlement and aggravated fraud. The rest of the story is with you, Futsu. First African to enter the Italian parliament, Abubakar Soumahoro pays the investigation against his wife for ill treatment of migrants. The one who had however caused a sensation when he arrived in mid-October, wearing rubber boots full of mud, was openly committed to the cause of agricultural workers and migrant workers. Only a month later, the deputy of Ivory Coast left his party, the parliamentary group of the Green Left Alliance, of a case of embezzlement and aggravated fraud linked to migrants within Caribou and Consortium Aid to support cooperatives for the employment of asylum seekers, largely financed by public funds and managed by his wife Liliane Mouraketete and his mother-in-law. The deputy swears to him to have had knowledge only of the unpaid wages with the employees of cooperatives. At 42, this trade unionist, holder of a master's degree in sociology, was fished out thanks to the Italian voting system, which designated a third of deputies by single-member vote, then the rest by proportional representation.
To wrap up the second segment, we now talk Russia-Africa ties in relation to the ongoing food crisis that is affecting the African continent, and in that regard, in a bid to quell the food crisis that is affecting Africa, the first shipment of Russian fertilizer destined for the African continent has left the Netherlands. This was under the support of the United Nations. The details contained in this report. The first shipment of Russian fertilizer destined for the African continent has left the Netherlands after days of wrangling in a bid to avoid Western sanctions. According to Dutch and United Nations officials, some 20,000 tons of nitrogen, phosphorus and potassium (NPK) left on board the MV Greenwich from the southern Dutch port of Terneuzen on Tuesday afternoon. The ship, chartered by the United Nations Food Security Agency, the World Food Programme, and the cargo is part of some 260,000 tons of Russian-produced fertilizer stored in ports across Europe. The ship, heading to Malawi via Mozambique, is the first of a series of exports destined for countries in Africa in the coming months. Stefan Dujarric, a spokesperson for the United Nations Secretary General Antonio Guterres, revealed in a statement. It is worth noting that this is part of efforts from the United Nations to ensure the unimpeded export of critical food and fertilizers from Ukraine and the Russian Federation, exempt from sanctions regime, to the world markets. It is with that report on Russia-Africa relations that we draw down the curtains of this second segment of this news bulletin over 4U Television Africa with me, Jix Nabse. Et pour la version française, mesdames, messieurs, je suis Bala. Restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent.